24 mai 1940. Les Allemands ont isolé toute l'aile gauche alliée, remontant la côte sur leurs arrières. Tous les ports de la Manche, vitaux pour les unités franco-britanniques, sont menacés. C'est alors que, sur proposition du général Rundstedt et avec l'accord du général Klist, Hitler interdit aux blindés de franchir la ligne Gravelines-Saint-Omer-Béthune. Mais ce Hautbefehl, passionnément discuté jusqu'à aujourd'hui et qui sera levé le 26 mai, n'est pas la seule cause du ralentissement du corps de Guderian. En effet, Boulogne, encerclée depuis le 22 par la 2e Panzer, évacuée par les Anglais au petit matin du 24 et tenue par les éléments de la 21e division d'infanterie française, résiste farouchement. Ce même jour, Calais, investi par la 10e Panzer, tient aussi. Défendue par des batteries de la marine française, la garnison a reçu 2 jours plus tôt le renfort d'une brigade anglaise soutenue par les restes d'un régiment de chars. Côté allié, le général Weygand croit toujours en une offensive de la poche vers le sud, en même temps qu'une attaque depuis la Somme vers le nord, et lance un ordre du jour en ce sens. Mais sur la Somme, la nouvelle 7e armée, harcelée par la Luftwaffe, ne peut concentrer ses forces et une tentative de reprendre Amiens échoue. Pour sa part, le général Blanchard prévoit lui une attaque le 26 avec 2 divisions anglaises et 3 françaises en direction de Péronne et Bapaume. Mais c'est sur le front tenu par les Belges que la situation va soudainement s'aggraver. Le 24 au soir, les Allemands lancent une attaque sur la Lys, bousculant les forces belges épuisées et menaçant de couper les liaisons des Franco-Britanniques à la côte. Le 25, l'avance allemande se faisant de plus en plus menaçante, le général Gort, préoccupé par la situation, finit, en fin de journée, par envoyer dans la région d'Ypres les 2 divisions anglaises initialement prévues pour la contre-attaque vers le sud. Blanchard, lui aussi alerté sur la situation belge, qui menace de découvrir son flanc gauche, est obligé d'envoyer en urgence une division légère mécanique en avant d'Ypres. Et, finalement, après avoir repoussé le début de l'offensive du Sud au 27, il décide en fin de soirée de l'annuler définitivement. C'est la fin du plan Weygand. Les 2 généraux, anglais et français, en sont arrivés, chacun de leur côté, à la même conclusion. L'offensive n'est plus possible. Et c'est bien l'envoi de forces à la gauche des armées alliées, menacées d'enroulement, et non le retrait unilatéral des Britanniques sur Dunkerque, qui contraint les 2 généraux à renoncer. Mais si Blanchard envisage toujours de tenir une tête de pont autour de Dunkerque, avec l'espoir d'être dégagé depuis le sud, Gort, lui, en est arrivé à la conclusion que seul un rembarquement peut sauver son armée. En attendant, Boulogne est tombé ce 25 mai, et Calais, durement attaqué, continue de résister, notamment grâce à l'ordre que Churchill donne à la 30e brigade de tenir jusqu'au bout. Malgré l'insistance de Guderian, qui veut en finir rapidement, les Allemands n'arrivent pas à s'emparer de la ville, qui tient toujours. Et finalement, la citadelle, dernier pôle de résistance, ne finira par tomber que le 26 en milieu d'après-midi. Ce même jour, les Belges avertissent les Franco-Britanniques. La résistance de leurs forces est à bout. Il n'y a plus de réserve, les munitions manquent et l'état d'épuisement de la troupe empêche tout recul sur l'Isère. Blanchard, de passage au GQG belge, ne peut rien promettre d'autre que l'envoi d'une division légère mécanique, elle-même affaiblie, et l'arrivée prochaine des 2 divisions anglaises. Au même moment, Weygand, qui a renoncé à l'attaque vers le sud, envisage maintenant la constitution d'un réduit englobant Boulogne et Calais, passant par Béthune et Lille, puis Ypres, et enfin Nieuport. Mais, à cause de la carence des transmissions, il ignore que Boulogne est déjà aux mains des Allemands, et que Calais est encerclé et sur le point de tomber. Le seul résultat de ces plans est que, alors que les Anglais planifient activement la retraite et le rembarquement de leurs troupes, les Français, eux, n'entreprennent aucun préparatif sérieux d'évacuation et devront improviser leurs mouvements dans l'urgence. D'ailleurs, Gort a déjà commencé à faire évacuer les éléments non combattants de son armée. L'amirauté britannique, de son côté, a sorti des cadres de la réserve l'amiral Ramsay, à qui elle a confié le soin d'organiser la partie maritime de l'évacuation du corps expéditionnaire britannique. Ce sera l'opération Dynamo, et dans les premiers temps, Ramsay, comme Gort, pense ne pouvoir sauver qu'une fraction des troupes. Cela semble se confirmer le 27, les Anglais ne parvenant à évacuer qu'un peu plus de 7000 hommes, dont un tiers par les plages, le reste par le port de Dunkerque, durement bombardé et rendu difficilement utilisable. L'amirauté ratisse alors les ports anglais pour trouver et envoyer un maximum de petites embarcations capables de récupérer les hommes directement sur les plages.
Toujours le 27, la situation des Belges se dégrade rapidement. Acculés à la mer, manquant de ravitaillement, subissant de lourdes pertes, les forces belges voient leur front s'effriter sur toute sa longueur. En début d'après-midi, le roi Léopold III prévient les Britanniques et Français que l'armée belge va être contrainte de déposer les armes rapidement. En fin d'après-midi, une délégation est envoyée demander aux Allemands leurs conditions, et ceux-ci exigent une capitulation sans condition. En soirée, le roi accepte avec un cessez-le-feu fixé le 28 mai à 4 heures du matin. Malgré les nombreux avertissements reçus, les Franco-Britanniques sont surpris par la capitulation belge. Reynaud et Weygand auront des mots très durs contre les Belges et leur roi. Mais Churchill, malgré les demandes pressantes de Reynaud, refusera de le condamner publiquement. Son envoyé auprès du roi, l'amiral Kay, l'avait en effet tenu au courant jour après jour de la situation de plus en plus désespérée de l'armée belge. Le 28, Blanchard rencontre Gort à son QG et apprend que les Anglais vont quitter leur position dans la nuit du 28 au 29 pour reculer sur une ligne Poperinghe-Ypres. Blanchard proteste. Ce mouvement va découvrir le flanc droit de la première armée. Gort lui montre alors le télégramme reçu le matin même du War Office qui lui donne l'ordre de tout subordonner au salut de la plus grande partie possible du corps expéditionnaire britannique. Pour lui, seules les unités ayant franchi la ligne Poperinghe-Ypres avant le 29 au matin pourront être sauvées. Blanchard lui oppose l'état d'épuisement des troupes françaises et la difficulté d'organiser aussi rapidement un recul de cette ampleur. Gort reste inflexible. Les troupes anglaises décrocheront dans la nuit, quelle que soit l'attitude française, et invite Blanchard à faire de même, quitte à abandonner une partie de ses forces. Pendant ce temps, au petit matin, les divisions françaises positionnées au sud-ouest de l'île avaient tenté de gagner Armentières, mais seuls quelques éléments y étaient parvenus, et, en milieu de matinée, les éléments de cette division étaient isolés dans le secteur Haubourdin-Lille. En début d'après-midi, Blanchard gagne le PC du général Priou à Steenwerck. Celui-ci, qui a pris depuis 3 jours la tête de la première armée, lui dresse un tableau confus de la situation. À l'exposé de Blanchard sur les plans anglais, Priou lui répond qu'il compte résister sur la Lys, quelles que soient les conditions, et sans esprit de recul. Arrive pendant la réunion le général anglais de la 44e division, qui, malgré les ordres de Gort, se considère sous les ordres de Priou et propose de reculer côte à côte. Remercié, mais laissé sans réelle instruction, il finit par repartir. Un peu plus tard, c'est le général de la Laurencie, commandant le 3e corps, qui se présente au PC pour demander l'autorisation de tenter avec son corps de reculer vers Dunkerque. Priou la lui donne et lui demande même de prendre avec lui le corps de cavalerie. Autour de l'île, les divisions de la première armée française isolée résistent pied à pied. Le général Juin, qui a établi sa division au sud de la ville, subit d'incessantes attaques, mais tient bon. À Lambersart, c'est la division marocaine du général Mélier qui s'est mis en position défensive avec les restes de nombreuses unités dispersées. Enfin, Molinier, qui a pris le commandement de l'ensemble, est positionné autour d'Haubourdin avec 3 divisions. La pression allemande est constante et la mairie de Lille est occupée à 13 heures. En début de soirée, une tentative de sortie en force par le nord depuis Haubourdin échoue et Molinier n'a plus d'autre choix que de résister jusqu'à épuisement des munitions. Le 29 en fin d'après-midi, Juin, encerclé et à bout de munitions, est contraint de cesser le combat. Cependant, autour d'Haubourdin et de Loos, les combats continuent et sont acharnés. Le 29 et le 30, les Allemands, exaspérés, utilisent lance-flammes et bombes incendiaires, mais rien n'y fait. La défense ne faiblit pas malgré la perte de plusieurs points d'appui. Plusieurs demandes de reddition sont refusées par les défenseurs. Finalement, le 31 en milieu d'après-midi, le général Weger offre à Molinier les honneurs de la guerre en échange de sa reddition. À bout de munitions et de force, celui-ci accepte et les troupes françaises défilent avec leurs armes devant un détachement allemand qui leur rend les honneurs. Leurs chefs gardent leurs épées. La résistance opiniâtre de ces troupes a, en retenant 7 divisions pendant plusieurs jours, allégé d'autant la pression sur le périmètre de Dunkerque. Mais revenons au 28 mai. À Dunkerque, Ramsay dispose de plus de navires et de petites embarcations, et les évacuations s'accélèrent. De plus, l'utilisation de la digue de protection est du port comme quai improvisé permet d'augmenter le rythme des embarquements. Mais les pertes en navires civils, comme le Queen of Channel, coulé au petit matin par une attaque aérienne, obligent à ne les utiliser que de nuit.
laissant les navires de guerre opérer de jour. Ce 28 mai, plus de 17 000 hommes sont évacués. Les navires utilisent 3 routes maritimes définies entre les champs de mines et les bancs de sable pour rejoindre Douvres. Mais au sud, ils passent à portée de l'artillerie positionnée autour de Gravelines et au nord, ils sont harcelés par les vedettes allemandes. La Luftwaffe, pour sa part, attaque sur les 3 itinéraires, malgré les nombreuses sorties de la chasse anglaise. La marine française participe aussi aux opérations, mais la confusion sur la mission, comme pour l'armée de terre, fait perdre un temps précieux. En effet, dans un premier temps, la marine pense ravitailler une tête de pont. De plus, l'amirauté britannique, comme Gort d'ailleurs, donne la priorité à l'évacuation des soldats anglais. Un soldat français embarqué est un soldat anglais perdu, n'hésite pas à déclarer Gort. Pour l'amirauté, les navires anglais évacuent les soldats anglais, les navires français les français, malgré l'énorme différence de shipping. En attendant, si au nord de Saint-Omer, le corps de Guderian, retardé par la résistance de Calais, ne peut attaquer avec tous ses moyens, au sud, des combats violents ont lieu sur la ligne Cassel-Hazebrouck-Merville, rendant périlleux le décrochage des unités vers le nord. Plusieurs détachements britanniques sont d'ailleurs encerclés. Le 29 au matin, les Franco-Britanniques qui ont réussi à reculer prennent position sur une ligne Mardyck, Berg, Poperinghe, Lizerne, Furnes, Nieuport. En milieu d'après-midi, c'est le général Priou et son état-major qui sont capturés à Steenwerk. Dans le même temps, à 7h30, Weygand, qui a fini par renoncer à l'idée d'une tête de pont, donne enfin l'ordre d'évacuation par mer de la troupe. Mais il ignore encore qu'une grande partie est déjà encerclée à Lille. À noter qu'à Abbeville, sur la Somme, des attaques sont lancées depuis le 27, sans réel succès, par les Franco-Britanniques. Nous aborderons plus particulièrement ces affrontements dans la vidéo sur la bataille de la Somme. En attendant, à Dunkerque et sur les plages, les évacuations continuent, non sans quelques frictions entre alliés et dans une certaine confusion. Des unités françaises se voient contraintes de détruire leur matériel lourd et leurs véhicules avec la promesse d'embarquer pour s'entendre ordonner un peu plus tard de prendre part à la défense du périmètre. Ce jour-là, plus de 47 000 hommes sont embarqués, dont un peu plus d'un quart des plages. Sur ces dernières, la troupe attend patiemment en longue file, avec de l'eau jusqu'aux épaules, manquant de vivres et surtout d'eau, et en subissant de nombreux raids de l'aviation allemande. Même une fois embarqués, la partie n'est pas gagnée. Les navires subissant aussi les assauts de la Luftwaffe, les tirs d'artillerie et les attaques des vedettes allemandes. Ils rentrent souvent avec des blessés et tués à bord. Certains soldats passeront par plusieurs navires coulés avant d'atteindre Douvres. Et ce 29 mai, c'est, entre autres, 3 destroyers anglais qui sont coulés, dont 2 lors de violentes attaques aériennes sur la digue est du port, qui vont également couler 3 autres navires et en endommager sévèrement 2 autres. Le 30 mai, la pression des Allemands sur le périmètre ne faiblit pas. Les attaques se succèdent autour de Berg et le long du canal de la Basse-Colme, sans succès. Une contre-attaque française repoussant même un coin enfoncé par l'infanterie. De même, une tentative de l'infanterie allemande sur le canal près de Furnes échoue devant la résistance britannique, malgré de lourdes pertes chez les défenseurs. Les Allemands réorganisent alors leur dispositif. La 18e armée du général Küchler prend en charge l'ensemble du périmètre, récupérant plusieurs divisions ainsi que le régiment Großdeutschland. Les corps blindés sont renvoyés vers la Somme pour se réorganiser en vue de la suite des opérations. Côté français, le ressentiment au sujet de la gestion anglaise des évacuations prend de l'ampleur, et Londres s'en inquiète. Le War Office, tout en confirmant que la mission principale est de sauver le corps expéditionnaire, demande à Gort et à Ramsay de faire plus d'efforts pour évacuer aussi des Français, dont moins de 10 000 ont été embarqués. Ce jour-là, l'aviation allemande est particulièrement active sur Dunkerque, gênant considérablement l'embarquement depuis la jetée du port. Plus de 53 000 hommes sont tout de même embarqués, dont plus de la moitié depuis les plages, notamment grâce à la construction de quais improvisés réalisés avec des camions sur les plages de Bray et de La Panne. Cette fois, une proportion de Français un peu plus importante est embarquée, malgré la perte du bourrasque, coulé par l'artillerie allemande positionnée à Nieuport alors qu'il récupérait des hommes sur les plages. Le 31 a lieu à Paris une réunion du Conseil supérieur interallié, réunissant entre autres Churchill, Reynaud et Weygand. Aux récriminations de Weygand qui reproche le faible nombre de soldats français embarqués, Churchill rétorque que la cause principale en est l'ordre tardif d'évacuation donné aux troupes françaises et qui n'a eu lieu que le 29.
Il affirme avoir donné des instructions pour que le shipping soit partagé à égalité, ce qui est vrai, mais ne sera pas vraiment respecté par les officiers sur place, Gort en tête. Il affirme également que 3 divisions resteront pour participer à la défense. Partage bras dessus, bras dessous, lance-t-il dans la conversation. Sur la question des renforts pour le front de la Somme, notamment de l'aviation, il reste évasif. Les Britanniques ont perdu les 2 tiers de leur artillerie, la plus grande partie de leurs véhicules et beaucoup d'avions sur le continent. S'il parle de la formation en cours de 14 divisions et l'envoi de quelques squadrons, il n'annonce rien de précis. Enfin, avec emphase, il déclare que l'Angleterre continuera à se battre pour ne pas devenir vassale ou esclave. Ce même jour, l'amiral Abrial et le général Fagald, commandant français de la défense, rencontrent Gort au PC français de Dunkerque. Celui-ci confirme que 3 divisions sous les ordres d'Alexander vont rester à disposition pour participer à la défense. Pour le moment, si seulement quelques attaques ont lieu sur l'ouest de la tête de pont, relativement facilement contenues, c'est du côté de Nieuport que les Allemands fournissent leurs plus gros efforts. Mais, malgré plusieurs succès, les contre-attaques anglaises finissent par rétablir la situation. Dans la nuit, les troupes anglaises décrochent pour prendre position derrière la frontière tenue par les troupes françaises, abandonnant la plage de la Panne. Ce jour est aussi celui du plus grand nombre d'hommes embarqués, plus de 67 000, avec pas loin de la moitié de Français, non sans lourdes pertes navales. Plusieurs navires sont coulés, dont le destroyer français Sirocco, attaqué par des vedettes lance-torpilles. Le 1er juin, les Allemands attaquent massivement en plusieurs points du périmètre, mais les Britanniques comme les Français résistent farouchement, contre-attaquant les percées locales. Dans l'après-midi, les Britanniques tenant l'est du dispositif sont tout de même contraints de reculer sur le canal du Chat. Dans la journée, le général Alexander, commandant les dernières forces britanniques, annonce à Abrial et à Fagald que ces unités vont décrocher cette nuit pour gagner les points d'embarquement. Les Français protestent. On leur a assuré la veille que 3 unités participeraient à la défense, car il reste de nombreuses unités françaises à évacuer. Mais Alexander, qui ne croit pas possible de tenir plus d'une journée de plus, n'en démord pas. Pour lui, ceux qui ne pourront pas être embarqués le 2 sont perdus. Et dans la nuit, les Anglais décrochent derrière la ligne de défense française et gagnent les points d'embarquement. Le 2 au petit matin, les Français lancent une contre-attaque en direction du hameau des Neiges avec un groupe d'instruction, 2 groupes de reconnaissance et quelques Saumuas de la 1re division légère mécanique. Malgré de lourdes pertes, ils s'emparent du hameau vers 9 heures. Mais, épuisés et harcelés par les Allemands, ils finissent par se replier. À 15 heures, ce sont les Allemands qui lancent plusieurs attaques simultanées. À l'ouest, l'infanterie, soutenue par les chars de la 9e Panzer, attaque sur la route de Spicker et après 3 heures de combat acharné, s'empare du village. Au centre, à Berg, après un raid massif de Stuka, les Allemands lancent l'assaut. Il leur faut 2 heures pour s'emparer de la ville et progresser vers Dunkerque. Ils sont finalement arrêtés par une contre-attaque française soutenue par quelques chars. Enfin, à l'est, sur la frontière, c'est le 8e Zouave qui repousse une attaque d'infanterie, causant de lourdes pertes chez les assaillants. Les Allemands sont impressionnés et exaspérés par la résistance française qui ne faiblit pas. Pendant ce temps, les évacuations continuent, mais la Luftwaffe, l'artillerie et les vedettes lance-torpilles prélèvent un lourd tribut. De nombreux navires sont coulés, dont 3 destroyers anglais, le torpilleur français Foudroyant, ainsi que plusieurs transports. Ramsay décide alors de ne plus évacuer que de nuit. Plus de 27 000 hommes ont pu être embarqués, dont les derniers Britanniques. Néanmoins, la Navy et Ramsay vont continuer les rotations pour l'embarquement des Français. Le 3 à 4 heures, les Français lancent à nouveau une contre-attaque avec 4 bataillons et quelques chars en direction de Kalghoek, dont ils s'emparent, mais ils sont finalement arrêtés. À 6 heures, ce sont les Allemands qui attaquent depuis l'ouest, mais la résistance féroce des Français rend la progression lente et coûteuse. À partir de 11 heures, c'est au centre et à l'est que les Allemands attaquent. Devant Uxem, l'attaque piétine et la ville ne tombe que vers 18 heures, mais les positions tiennent encore. Au centre, sur le canal de Moher, les assaillants pénètrent la position en plusieurs points, obligeant les Français à reculer sur le canal de Furmes en fin d'après-midi. Côté évacuation, plus de 27 000 hommes sont embarqués, très majoritairement français, avec quelques Belges. Dans la nuit du 3 au 4, les unités françaises, en dehors de quelques points d'appui, décrochent pour gagner Dunkerque et enfin embarquer. Si 25 000 nouveaux soldats sont évacués,
Environ 35 000 attendent leur tour. Mais vers 4 heures, le dernier navire, le HMS Chicari, avec plus de 400 Français à bord, quitte Dunkerque, et un autre est coulé pour bloquer le port. Il n'y aura plus d'autres embarquements. Un peu avant 8 heures, les Allemands entrent dans Dunkerque. L'opération Dynamo est terminée. Plus de 35 000 hommes sont faits prisonniers, majoritairement français, mais près de 340 000 soldats ont été évacués, dont 123 000 Français et 16 000 Belges. Cependant, le bilan est lourd. Plus de 11 000 hommes ont été tués dans les combats, dont 4 600 Français, sans compter les disparus en mer, environ 25 000. Sur les près de 1300 navires de toutes sortes et de toutes tailles utilisés, 300 ont été coulés, dont 10 destroyers, et 130 endommagés. Dans les airs, la bataille aussi a été intense. La RAF fournissant un gros effort avec près de 5000 sorties, perdant une centaine de chasseurs. 90 000 fusils, 2500 canons, 80 000 véhicules de toutes sortes et 500 000 tonnes de fournitures diverses sont aussi abandonnés. Enfin, Dunkerque et les villages environnants sont en ruine et plus de 1000 civils ont été tués. Si l'on peut considérer que l'opération est un véritable succès au vu des prévisions faites avant l'évacuation et vécues comme telle en Angleterre, Churchill est obligé de rappeler que l'on ne gagne pas des guerres avec des évacuations. Côté allemand, c'est la déception. Les Britanniques ont réussi à fuir. La Luftwaffe n'a pu empêcher l'évacuation. Göring n'avait pas tenu compte de l'état de ses forces après 15 jours de combat, les besoins de réorganisation et surtout l'éloignement des aérodromes, sans même parler de la météo. Les pertes, plus d'une centaine d'appareils, ne sont pas non plus négligeables et s'ajoutent aux plus de 12 000 hommes tués dans les combats. Côté français, il restera un sentiment d'abandon, voire de trahison des Anglais à Dunkerque, largement exploité par la propagande de Vichy et qui court jusqu'à aujourd'hui. Et s'il est vrai que les Français ont bien couvert les derniers embarquements, l'incapacité des généraux français à prendre rapidement les bonnes décisions ont joué un bien plus grand rôle. L'ordre d'évacuation n'est donné que le 29, alors que les Anglais embarquent depuis le 26, retardant à la fois non seulement l'organisation de l'évacuation des unités, mais aussi la mobilisation dans ce but de la flotte française civile et militaire. Et il est à noter que les évacuations françaises du 3 et 4 juin se feront majoritairement sur des navires anglais. Avec la fin de l'opération Dynamo, la première partie de la bataille de France s'achève. Le plan jaune allemand est un éclatant succès. Place maintenant au plan rouge, l'invasion du reste de la France.